Dans Des luttes et des plumes, on a la chance d'être ici à Brest, au sein même de Croque-Jeu, la boutique de notre partenaire. C'est pas souvent qu'on peut venir lui rendre visite, donc quand on a l'occasion, bien on ne la rate pas. Et en plus, cette fois-ci, l'occasion était double, puisque en plus de rencontrer Olivier, on avait la chance au sein de la boutique de rencontrer une grande figure du monde du jeu, puisqu'on est en compagnie de Sophie Gravel. Sophie, bonjour. Bonjour. Un vrai plaisir de te rencontrer ici. Alors nous, en tant que fans de jeux de société, forcément on te connaît quand on parle de grandes figures du jeu. Mais pour nos amis auditeurs qui, eux, se demandent qui tu peux être, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation rapide de comment tu en es arrivé à rentrer dans le monde du jeu? En fait, c'est une histoire très simple. Je pense que comme tous ceux qui sont passionnés de jeux de société, ça vient de l'enfance. Moi, jeune, je jouais à des jeux de société avec mon frère et ma sœur. Et même à l'époque, on créait, entre guillemets, mon frère et moi, des jeux avec des fonds de boîte de carton brune sur lesquels on dessinait et on prenait des sous pour faire les jetons et on s'inventait des jeux. Et vraiment, c'est une culture familiale qu'il y avait chez moi, puisque nos parents nous offraient un jeu à Noël, un jeu à notre anniversaire, un jeu à Noël, un jeu à l'anniversaire, et on s'arrangeait pour pas avoir les mêmes. Voilà, donc très vite, j'ai eu une petite ludothèque, bon, qui n'a rien à voir avec ce qu'on retrouve aujourd'hui, mais à l'époque, c'était la belle époque des jeux Hasbro et tout ça. Et je suis venue dans cette industrie vraiment par intérêt, par passion. J'avais tout début trentaine quand j'ai commencé à vouloir en faire un métier. Et j'ai commencé par la distribution. Parce que, en fait, mon rêve au départ, c'était de devenir éditrice, de travailler sur des jeux du début jusqu'à la fin. Mais comme j'entrais dans ce milieu-là sans connaître personne, ni savoir comment les choses fonctionnaient, ni de savoir qu'est-ce qui était un bon jeu et qu'est-ce qui était un mauvais jeu, parce que des fois, tu as un bon jeu mais ça se vend pas très bien. Et des fois, tu as un jeu moyen, mais qui se vend beaucoup. Donc, j'avais tout ça à apprendre. Alors, j'ai choisi de commencer par la distribution. Et j'ai fait ça pendant 5 ans, à apprendre. Je suis allée à l'école. Qui fait quoi? Comment ça fonctionne une boutique? C'est quoi les salons? C'est quoi un bon jeu? C'est quoi un mauvais jeu? Qui sont les auteurs? Tout ça, tout ça. Donc, on a mis 5 ans à faire que de la distribution pour ensuite se lancer dans l'édition. Et ça, c'était... donc, on a commencé en 2001 et en 2006, on a commencé vraiment l'édition et on a commencé par la session de droit. Donc, en 2006, il y a une étoile filante qui est passée dans mon ciel. Et le premier jeu que j'ai édité en français, ça a été Catan. Et donc, vraiment, ça nous a propulsé vraiment parce que à partir de ce moment-là, déjà, on a atteint... au niveau de l'industrie, on s'est fait connaître. Donc, ça nous a servi à bâtir d'autres... Un vrai tremplin. Un vrai tremplin et à bâtir d'autres liens avec d'autres éditeurs. Euh, on, on associe souvent, enfin on différencie souvent le jeu européen, on va dire à l'allemande, où c'est plus sur la mécanique, le jeu américain, où c'est plus sur le thème. Est-ce que le fait d'être au Canada, au Québec, est-ce que c'est une envie aussi d'importer d'autres mécaniques sur le sol américain? Quelle était l'idée de, enfin voilà, quelle était la nouveauté, on va dire, avec Philosophia? Quel était le principe moteur au début, je dirais? Alors, au départ, moi j'ai 55 ans aujourd'hui, donc c'était il y a 25 ans quand j'ai commencé. Et à l'époque, j'étais nord-américaine, toujours au Canada, je vivais, baignais dans le monde du jeu Hasbro, en fait. C'était même pas l'école américaine qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'était des jeux très grand public et ce qu'on connaît aujourd'hui du monde du jeu, ça n'existait pas. On était au tout début, fin des années 90. C'est là où l'industrie allemande a commencé à produire des jeux chez Ravensburger, entre autres, et des jeux qui ont commencé à faire école, comme Tikal, comme El Grande, comme tout ça. Et c'est à travers une boutique à Montréal où j'ai découvert le jeu de société à l'allemande parce qu'eux faisaient de l'importation et je me suis dit, et j'ai découvert ça. Et je me suis dit, attends, mais je ne peux pas être la seule de mon groupe là, ou de ma génération, je ne sais pas trop à qui ça intéresse. Et donc, j'ai eu envie d'amener ces jeux-là au Canada. Comme je vous ai dit au début, j'ai commencé par de la distribution. On a fait ça pendant 5 ans. Et ensuite,
En fait, il y avait très peu à l'époque, on retourne au début des années 2000, il y avait à l'époque une maison française qui s'appelait Descartes, Jeux des cartes, qui ont été, je pense, je ne offusquer personne, mais je pense qu'ils ont été parmi les premiers éditeurs français à aller chercher des droits, notamment en Allemagne, pour une session de droit et traduire les jeux en français. Et donc, j'ai suivi un peu cette école-là parce que c'était très confidentiel, en fait. Il y en avait très peu. Et donc, c'est ce qui m'a intéressé. Quand j'ai découvert le jeu de stratégie, moi, c'est ce qui toujours a été le centre de mon intérêt, de mes intérêts, pardon. Ça a été le jeu de stratégie un peu épuré. Et c'est pour ça que je suis allée chercher des droits au départ de Catan, de Carcassonne, des jeux de Friedman Freeze. C'est devenu Funkenschlag maintenant en France, mais au départ, ça s'appelait Megawatt. Donc, c'est tous ces jeux-là qu'on a amenés en France. Et donc, est-ce que c'est parce que tu l'as dit, tu as pris le temps en fait de te former et de bien comprendre un petit peu le monde qui t'entourait, ce monde du jeu, que tu as pu après, avec Philosophia notamment au démarrage, sortir des jeux qui à chaque fois ont fait mouche. Parce que pour ceux qui nous écoutent, quand on entend Philosophia, tu as parlé de Catan qui était le premier, mais après on peut parler de Carcassonne, on a eu Pandémie, on a eu Dominion, on a eu tout ça, qui sont à chaque fois des jeux qui ont marqué leur époque et qui quelques années plus tard continuent à faire mouche parce que ça reste des jeux qui peuvent permettre à tout le monde de rentrer dans le monde du jeu, très facile à apprendre et pourtant difficile à jouer, avec une grosse maîtrise dans le temps. Enfin, c'est vraiment des jeux qui ont toute une identité et quand on est dans le monde du jeu et qu'on entend ces noms-là, forcément on les connaît. Est-ce qu'au moment où tu les as signés, est-ce que tu te doutais que ça allait devenir des hits? Bon, alors là-dedans, c'est un mélange de tout. En fait, il y a beaucoup, il y a question de goût. Alors moi, c'est le type de jeu qui me plaisait à moi comme joueuse, en fait. Okay. Déjà, ça, c'est déjà un axe. Le deuxième, c'est que, en fait, c'est histoire de rencontre aussi. C'est qui on rencontre au moment où on le rencontre et comment se passent les choses. Juste pour raconter, par exemple, cette histoire de Dominion, c'est un heureux accident, mais c'est comme ça que ça s'est passé. J'aurais pu ne pas être là ce jour-là, mais bon, je suis sur un salon de jeu et il y a l'éditeur original à l'époque qui s'appelle toujours Rio Grande Games, qui arrive avec ce jeu-là et qui me dit « Sophie, j'ai un nouveau proto là sur lequel je travaille, que j'ai reçu. Si tu as envie, va jouer à ça. » Donc parfait, je m'installe à la table. Vous connaissez Dominion, je n'ai pas besoin de vous expliquer comment ça fonctionne. Je m'assois à la table, je suis la deuxième à jouer dans le tour de table. Donc la première personne joue, nous explique ses 5 cartes et qu'elle reprend en main. Je joue, la troisième joue, la quatrième joue. Elle s'appelait Valérie, je me souviens encore de son nom. Valérie nous explique que là, à partir de maintenant, on va reprendre les cartes en main qu'on avait défaussées et qu'on va rejouer avec les cartes qu'on avait achetées avant. Et là, ça fait ding dans ma tête. Et je dis, vous allez m'excuser 2 minutes, je reviens. Je me suis levée de table, je suis allée voir Jay Tomlinson, qui était propriétaire de Rio Grande, et j'ai dit, je signe. Et voilà, et ça s'est passé comme ça. Donc, il y a plein de concours de circonstances comme ça qui arrivent dans la vie, qui font que c'est un mélange de d'intérêt, peut-être un peu de pif, d'éducation, parce que ça se développe, et de rencontres, franchement. Et surtout, je suis pas seule là-dedans. J'ai jamais été seule. C'est une histoire d'équipe. Franchement, j'ai eu la chance d'être entourée d'une équipe, et je suis toujours entourée d'une équipe de gens qui fait en sorte que les succès deviennent possibles. Parce que seul, on ne fait rien. Oui, parce qu'à chaque maison d'édition à laquelle tu étais associé, on pourrait retirer un grand nom du jeu à chaque fois. Qu'on prenne Z-Man Games, qu'on prenne après Plan B avec Azul, et à chaque fois, effectivement, il y a ce côté où tu étais au bon endroit, au bon moment, avec sûrement la bonne équipe qui t'a permis de concrétiser tout ça. Bien sûr, tout à fait. C'est ce que je dis, ça se construit pas seul. Après, il y a des parcours, il y a des... Voilà. Et puis, il y a des relations qui se construisent aussi.
et ça fait quand même quelques années que j'œuvre, que je travaille là-dedans. Donc, on rencontre des gens, on construit des liens, il y a une confiance qui s'établit, et à partir de là, on avance et on chemine. Et alors justement, quand on arrive, on va parler de Philosophia, la première maison d'édition, Oui. avec une quantité de jeux qui sortent et qui sont pour certains des hits, encore maintenant. On pourrait se dire que Philosophia est une base plutôt solide, une entreprise, on va dire, qui est ancrée dans le monde du jeu. Et pourtant, quelques temps après, tu décides de vendre et de passer à autre chose. Et comment ça se fait? Parce que quand une entreprise est plutôt florissante, on pourrait se dire qu'on a tout intérêt à la garder. Alors, j'ai fondé Philosophia comme unité de distribution au départ. Alors, pour la petite histoire, Philosophia, parce que j'avais appris que philo, ça voulait dire ami, et Sophia, bah, c'est mon nom, je m'appelle Sophie. Et donc, je m'étais dit, tiens, je vais faire un truc, ça va être les amis de Sophie. Voilà, c'est pour la petite histoire. Ça, c'était Philosophia. Et ensuite, on a fait de la distribution pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, on a commencé la session de droit. Ça, c'était en 2006, où on a publié Catan. Et ensuite, plein de jeux chez Cosmos et tout ça. En 2011, j'ai racheté un studio qui s'appelait le studio Z-Man Games. Pourquoi? Parce qu'ils avaient dans leur catalogue un jeu que moi je trouvais extraordinaire qui s'appelait Pandémie et qui à l'époque avait été vendu, mais je considérais qu'il n'y avait pas le succès qu'il méritait. Voilà. Et donc, je travaillais avec Zev Schlesinger depuis déjà quelques années et je lui ai proposé de racheter sa maison. Et il était tout à fait partant pour le projet et même qu'il est resté avec le groupe pendant, si je ne me trompe pas, c'est 5 ans. Après, il est resté avec nous. Donc ça, c'était en 2011. En 2015, on a racheté Plaid Hat Games qui faisait... comment ça s'appelle en français? C'est Mice and Mystics. Oui. Je ne sais pas comment il s'est appelé. Il s'appelait Mice and Mystics. Il s'appelle toujours pareil. Oui. Il est resté Mice and Mystics. Il y avait ça et il y avait Dead of Winter aussi qui était dans ce catalogue-là. Et donc, on a racheté ça et ça, c'était en 2015. En 2016, pour des raisons familiales, il a fallu que l'entreprise soit vendue. Comme le jeu était pour moi une passion du début et que en fait, j'étais pas prête à arrêter. Et donc, quand le groupe Asmodée s'est présenté, il nous a dit « Je suis intéressé à la vente », j'ai dit « Je veux bien, mais j'ai une petite condition, c'est que je vais avoir l'occasion de pouvoir recommencer. » Il m'a dit « Mais Sophie, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas racheter une boîte et te permettre de recommencer à côté, ça ne va pas. » J'ai dit « Oui, je comprends, mais on va trouver un deal. » Et donc, avec Marc Nunez, qui est très fort dans les deals, il m'a proposé la chose suivante, c'est-à-dire que je recommence un studio, mais par contre, il y avait 2 conditions. La première, c'est que... Il y avait 3 conditions, en fait. Il y avait 3 conditions. La première, c'est que tous les jeux qu'on allait publier chez ce qui est devenu Plan B Games, parce que vous comprenez à mot couvert que j'avais besoin d'un Plan B. Alors, ça s'est appelé Plan B Games. Tous les jeux qu'on publiait chez Plan B Games, ils étaient offerts aux unités de distribution du groupe Asmodée qui avaient premier droit de refus, c'est-à-dire qu'ils pouvaient choisir de distribuer le jeu dans les territoires qu'ils couvraient ou pas. Okay. Donc, premier droit de refus pour tous les jeux qu'on allait jouer, qu'on allait développer et jouer aussi, et par le fait même. La deuxième condition était que si jamais j'avais envie de vendre la boîte, ils avaient aussi premier droit de refus. Et la troisième condition, c'est que si, Sophie, au bout de 7 ans, tu n'as pas vendu la maison ou que tu n'as pas envie, nous, on a une petite carte joker dans le jeu qui dit que maintenant, on peut prendre si on veut. Voilà. Donc, je savais en 2016 que cette aventure-là allait durer au plus tard, au plus loin, jusqu'à 2023. Alors juste, j'interviens sur un truc, c'est que donc, Olivier de Croque-Jeu, pour ceux qui n'ont que le son, j'étais comme vous dans la salle quand tu as fait ton discours, que quand même beaucoup de gens ont entendu pour l'Asdor, pour Azul, où tu commences par remercier Asmodée. Et c'est vrai que dans la salle, on était nombreux à ouvrir des billes en disant mais elle vient de vendre à Asmodée, elle vient de lancer une nouvelle boîte. Donc Azul, c'est quand même le deuxième, il y a Century avant qui est énorme. Et en Century, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est 3 jeux. Donc du coup, tu n'étais pas juste un petit démarrage. C'est vrai que ça a été déroutant. En fait, je les ai remerciés parce que justement, par le fait que il y avait eu cette vente-là qui devait se faire, j'ai remercié Asmodée et Marc Nunez
personnellement, parce que c'est avec lui qu'on a réussi à construire un deal qui m'a permis de recommencer. Parce que sinon, en fait, dans la vraie vie, ça ne se passe pas. Quand on rachète quelqu'un, soit il reste dans ton équipe, ou soit il fait surtout le mort pendant quelques années, parce que tu ne te recrées pas un concurrent. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu envie de remercier, parce que ça m'a permis de recommencer et de continuer à faire ce que j'aimais. Voilà, tout simplement. Et pendant la durée de l'existence de Plan B Games, pendant ces 7 ans, oui. Tu ne t'es pas contenté que de créer des jeux ou d'importer des jeux, puisque ici, sur le territoire français, tu as aussi racheté le site de Trick Track. Est-ce que ça, c'était une envie personnelle, ou est-ce que c'était aussi, on va dire, une vision dans le futur par rapport au rachat éventuel par Asmodée? En fait, je ne savais pas, non, qu'il y avait histoire de rachat. Moi, au départ, mon envie, elle était grande et peut-être trop grande, en fait. Ce que j'avais voulu, c'est que il y avait... Ça a commencé comme ça. Je voulais créer un pôle de communication en Allemagne. C'était ça le lien de départ. C'est que je voulais créer un lien de communication de type site Internet. À l'époque, il n'y avait pas ce qui existe aujourd'hui. Hein? Et donc, je suis allée voir Philippe Morin, qui était propriétaire de Trick Track et qui avait une petite antenne en Allemagne, mais je ne me souviens pas s'il avait arrêté. Je crois que oui, il avait arrêté, parce que ça commence à faire quelques années. Il avait arrêté, mais il possédait encore quelque chose, cette structure-là. Donc, je suis allée le voir. Je lui ai dit, écoute, Philippe, moi, ça m'intéresserait de racheter la partie allemande de Trick Track, parce que j'aurais envie de faire ça, une plateforme, voilà, et continuer à développer dans ce sens-là. Et c'est là qu'il m'a dit, mais tu sais, Sophie, si Trick Track t'intéresse, en fait, tout est à vendre. Voilà. Et bon. Tu peux prendre le package complet. C'est ça. Et donc, on a discuté ensemble et on a fini par reprendre Trick Track. Mais non, au départ, il n'était pas du tout envisagé que ce serait quelque chose qui allait être revendu ensuite, non. Ouais, c'était vraiment, encore une fois, un concours de circonstances et une rencontre et une histoire d'occasion, quoi. Absolument, exactement ça. Ça s'est fait en discutant et avec des opportunités. Et voilà, on a fait des deals. Parlant de rencontres et d'occasions, peut-être que c'est le cas. Tu disais tout à l'heure, Pandémie, tu estimais qu'il n'était pas présenté à sa juste valeur et que tu avais envie de lui donner une visibilité encore plus grande. Sur les nouvelles éditions, les rééditions, il y a Chris Killiams qui travaille dessus, qui est également l'illustrateur du jeu que tu viens de nous présenter aujourd'hui, donc on en parlera un petit peu plus tard. Et j'ai vu que c'est quand même, en regardant sa ludographie, il y a pas mal de jeux qui ont été édités ou que tu as réédités, qui sont illustrés, donc ou réillustrés, on va dire, par Chris Killiams. Est-ce qu'il y a une... Pourquoi? Est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'est un artiste que tu apprécies? Parce que je vois qu'il est sur pas mal de nouvelles versions de Carcassonne, Camel Up, Great Western Trail, Pandemic, enfin voilà, pas mal de titres qui ont été édités par les maisons d'édition qui t'ont appartenu au fur et à mesure de ton parcours. Donc voilà, quel est le parcours avec cet illustrateur en particulier? En fait, c'est pas un hasard. Le hasard n'est que la rencontre qu'on a eue ensemble. En fait, quand j'ai racheté Zedman Games en 2011, Chris travaillait déjà avec Zev sur... il avait fait ensemble... Clash of Cultures. Ça a été le premier titre qu'ils ont fait ensemble. Et donc, quand on a récupéré la maison, il y avait déjà ce projet-là qui était en cours. Ensuite est venue très vite l'idée, en rachetant Zedman, il y avait Pandémie à l'intérieur. Et on voulait relancer Pandémie pour les raisons que j'ai expliquées tantôt. Et j'ai demandé à Chris, qui travaillait en freelance à l'époque, il habitait à Winnipeg, au Canada. C'est un Canadien, Chris. J'ai demandé à Chris de travailler sur la relance de Pandémie. Donc, il a travaillé sur le premier, il nous a fait la couverture à l'époque qui était très différente de ce qui existait dans le milieu du jeu, qui nous a fait ça. Ils avaient le premier et on avait déjà le projet de relancer la gamme, c'est-à-dire on refaisait le premier, le deuxième, tout ça. Il me dit, il m'envoie un message un jour, il me dit « Sophie, je suis désolée, je vais prendre 5 jours de retard sur le projet pour l'illustration de la deuxième boîte parce que je déménage.
et que là, mon ordinateur va être débranché et que je ne pourrai pas venir. Donc, dans 3 semaines, pendant 5 jours, je ne suis pas là. Et je lui dis, ah bon? Je lui dis, mais tu déménages où? Ah, il dit, à Winnipeg, je change d'endroit, ça fait plusieurs années que je suis là, et puis j'ai trouvé quelque chose de mieux. Il me dit, est-ce que ça cause problème? Lui, il était sur les jours d'absence. J'ai dit non, en fait, ça cause pas de problème du tout, mais j'ai dit, c'est dommage, parce que j'ai dit, si tu étais venu à Montréal, j'ai dit, je t'aurais donné un contrat si tu avais été d'accord pour qu'on travaille ensemble. Il me dit, ah bon? T'es sérieuse? J'ai dit, bien sûr que je suis sérieuse. Et 3 semaines plus tard, je suis allée l'accueillir à l'aéroport de Montréal. Il est arrivé avec ses valises, il avait vidé son appartement et il débarquait chez nous. Et ça, c'était en 2012. Et on est en 2025 aujourd'hui. Et de toutes ces années-là, Chris est toujours avec nous. Il est resté dans tout le fil de cette histoire-là. Et il travaille aujourd'hui encore au sein de Final Score. Et c'est pour ça que vous retrouvez son nom partout, parce qu'il est extrêmement talentueux. Il peut faire le style dont on a besoin pour s'adapter à un jeu, que ce soit des illustrations aussi abstraites que celles qu'on voit sur Ink, que des choses très détaillées, très définies qu'il y a eu dans Great Western Trail, ou dans d'autres jeux où on a eu Coimbra, par exemple, où on a eu un travail d'illustration très, très détaillé. Et donc, Chris, il est vraiment très, très... Il fait partie de la famille. Complètement, il fait partie de la famille, mais c'est aussi le fait qu'il est si versatile qui a fait en sorte qu'il a toujours été au sein de la maison et il a pu s'adapter à tous les projets qu'on avait. Alors on l'a dit, effectivement, plusieurs maisons d'édition. Tu l'as dit toi-même parce que tu avais besoin de changement à certains moments, de passer à des nouveaux projets. Lorsque Plan B s'est terminé, tu as eu envie encore de continuer à rester dans le monde du jeu parce que tu avais encore des choses à dire et tu avais encore cette passion en toi. Tu viens de créer un nouveau studio, une nouvelle maison d'édition avec un nouveau jeu. Est-ce que, comme souvent, comment s'est fait cette création? Est-ce que c'est parce que tu as découvert le jeu et tu t'es dit, bon, celui-là, il faut que j'en fasse quelque chose, je crée donc ma maison d'édition pour pouvoir le porter, ou est-ce que tu as d'abord créé la maison d'édition et après tu t'es dit je vais chercher des jeux et le hasard a fait que tu es retombé sur un jeu comme Ink? C'est un mi-chemin avec ce que tu viens de dire. Alors, quand j'ai quitté, en fait c'était la vente s'est faite en 2021 avec le groupe Asmodée et on m'a demandé de rester pendant encore 2 ans pour faire la transition, ce qui était tout à fait normal. Et donc, j'ai quitté en juin 2023 et à partir de là, j'ai pris 3 mois de vacances. Je suis venue dans la Belle-Bretagne me reposer et réfléchir à ce qu'allait être la suite. Bon, il faut dire que j'y avais réfléchi encore un peu avant, par contre, et il y avait cette envie qui était restée de continuer à travailler là-dedans parce que c'est quelque chose qui profondément m'intéresse et me passionne, mais je ne voulais plus la responsabilité et la charge d'une grande équipe, de plusieurs endroits, de plusieurs studios à travers le monde, de tout ça. Je ne voulais plus ce côté-là et cette obligation aussi à faire des jeux parce que on a une équipe, on a des gens qui travaillent pour nous, qui nous font confiance, qu'il faut qu'on paie des salaires, voilà. Et donc, je voulais vraiment quelque chose de très, très restreint, de très petit. Et de là est venue l'idée de faire Final Score, qui s'appelle comme ça parce que ce sera mon dernier studio. C'est dit, et ça existe, et ça a un nom. Et on continue l'aventure, mais avec une équipe très réduite. Nous ne sommes que 4 maintenant. Au départ, on était 3. Maintenant, on est 4 et ce sera tout. Et on fait 1 ou 2 jeux par année seulement maintenant. Donc, on prend tout ce qui se fait un peu à contre-pied. Mais voilà, c'est le pari. Il faut jamais dire jamais, parce que tout à l'heure, avant qu'on prépare l'émission, on en était à 1 jeu par an. Là, on est passé à 2 jeux par an. Voilà. Parce que moi, quand je regarde, au début, c'est une partie de jeu. Hein. On est philosophe au début. Ça se passe pas bien, on veut un plan B parce qu'on veut gagner. Finalement, on demande le score final. Moi, j'attends la prochaine boîte qui serait et tu vas quand même ranger, même si tu as perdu, tu pars pas faire la tête dans ta chambre, tu ranges les pièces. Ça fait un peu long comme boîte d'édition, mais je pense que ça irait bien juste après, en fait. Tu ranges la boîte, c'est pas mal comme titre. Je retiens. Mais oui, alors quand je dis 1 ou 2, alors je vais préciser ma pensée, c'est que 1 est
un IP, c'est-à-dire une propriété intellectuelle, un jeu avec une nouvelle mécanique, un nouveau nom par année. Mais c'est possible, par exemple, qu'on n'est jamais à l'abri d'un petit succès, qu'il y ait un jeu qui reçoive un accueil plus favorable et qui aurait besoin qu'on lui fasse un frère, une sœur, quelque chose qui va accompagner. Donc c'est pour ça que je dis 2, mais ce ne sera qu'une seule nouvelle boîte. C'est ça, par année. Là, sur le jeu donc, que tu nous présentes aujourd'hui, qu'on a la chance de tester là tout de suite, puisqu'il vient de sortir hier. Hein. Alors pour ceux qui nous écoutent dans quelques temps, les dates auront peu d'importance, mais le jeu s'appelle Ink. On va jouer avec des flacons d'encre et il a pour l'instant, on va dire, toutes les chances de viser juste, parce qu'on va retrouver des mécaniques qu'on a déjà vues dans les jeux qui ont bien cartonné. On a parlé tout à l'heure de Carcassonne, qui était l'un des premiers avec un cheminement de tuiles qu'on va mettre les unes à côté des autres pour créer des zones. Et là, on va retrouver ce genre de mécanique. On va créer des zones de couleurs, des zones de tâches qu'on va essayer d'agrandir pour bénéficier de territoires qu'on va s'accaparer, qui vont nous donner des pouvoirs et des points. Et sur ce type de jeu, donc c'est pareil, est-ce que c'est la mécanique qui a primé au départ, ou peut-être que même quand on t'a présenté le proto, on était même loin de tout ça? Comment s'est fait le travail un petit peu de développement? OK. Alors, Ink, c'est un jeu d'abord de Casper Lapp, qui est un auteur scandinave qui a fait l'excellent jeu Magic Maze, qui avait été d'ailleurs très primé à l'époque. Et donc, quand Casper nous a présenté le proto, c'était au départ un jeu avec des zones, exactement comme tu dis, un peu à la Carcassonne, avec des tuiles comme ça, mais c'était des zones où ce qu'on mettait dans les territoires, c'était des animaux. Et je me suis dit qu'il y en avait déjà eu quelques jeux et quelques bons jeux qui étaient sortis avec cette thématique-là. Et donc, je voulais essayer de trouver quelque chose qui était plus, disons, pas plus nouveau, mais en fait qui avait un thème qui sortait de l'ordinaire. Voilà, c'est ce que je cherchais. Je voulais un thème qui sortait de l'ordinaire, qui avait été un peu... Vous savez, quand on a fait Azul il y a quelques années, je pense que personne n'aurait pu imaginer, en commençant par nous-mêmes, qu'un jeu où on allait faire du carrelage, ça allait avoir autant de succès. Mais bon, j'arrivais à l'époque d'un voyage en Espagne où j'étais allée à l'Alhambra. J'avais trouvé les murs extraordinairement beaux. Et quand il y a eu un prototype qui m'est passé entre les mains, qui était celui de Michael Kissling à l'époque, et que j'ai vu ça, je me suis dit... Bingo, on va faire du carrelage plutôt que du pixel art, ce qui était le prototype original. Donc, dans le cas de Casper, c'était un prototype où on amenait des animaux dans différentes régions. Et je me suis dit, je vais chercher quelque chose de plus différent, plus unique. Et est venue l'idée de Ink. Mais tout ce qui est la mécanique, de la façon dont elle fonctionne, où on fait des zones. Et le but est de placer les 24 bouteilles d'encre dans le jeu. Ça m'a plu. Et une chose qui m'a beaucoup plu aussi, c'est le fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de jeux où on compte des points. Et on additionne mais des dizaines et des vingtaines, et voire dans certains cas, des centaines de points. Et on ne sait pas, avant la fin de la partie, qui va gagner. Alors, c'est très chouette. Il y a l'effet de surprise à la fin. Mais je trouvais qu'il y avait quelque chose un petit peu à contre-pied actuellement avec le jeu Ink où il n'y a pas de scoring. C'est le premier qui réussit à placer toutes ces bouteilles qui gagne. Et par le fait même, quand on joue, on est toujours à l'affût de qui mène, qui est en train de gagner, qui je dois bloquer, qui je suis en train d'aider si je laisse passer cette tuile-là. Et ça me plaisait d'avoir un jeu où il n'y avait pas de scoring. Et là, quelqu'un m'a dit, l'année dernière, quand on a commencé à parler du jeu Ink, quelqu'un m'a fait remarquer qu'en fait, j'avais nommé la compagnie Final Score et que le premier jeu qu'on sortait, il n'y avait pas de scoring. Et c'était un hasard complet puisque ça n'avait pas été absolument pas voulu. C'est peut-être anecdotique, mais le jeu vient de sortir en France. La semaine dernière, elle est sortie en Australie. Alors, ils nous piquent déjà le premier passage dans la nouvelle année. Pourquoi l'Océanie, juste ce marché-là, une semaine avant, quoi? En fait, il faut préciser les choses. Le jeu n'est pas sorti en Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire qu'il y a eu des boîtes, comme il y a eu à Cannes en février, qui sont allées pour faire de la démo et de l'animation
pour être joué lors d'un salon à Wellington. Mais il n'y a pas de sortie, c'est-à-dire publique, qui a eu lieu avant, ici en France, hier. Alors ici, le jeu est partout en boutique. Il va mettre encore quelques semaines avant de sortir dans d'autres pays. Le jeu, on y a joué tout à l'heure, a un double intérêt, en plus d'être joli visuellement et plutôt réussi au niveau de la stratégie, c'est que on va se dire que tiens, bah ça y est, j'ai fait la partie, j'ai compris la mécanique et je pense que la prochaine fois que je vais y jouer, ça sera encore plus facile. Mais non, parce que le jeu est évolutif aussi. Tu t'es arrangé pour faire en sorte que les règles puissent changer, que le jeu devienne un petit peu plus dur et qu'en fait, une fois qu'on a l'impression de le maîtriser, et ben boum, la deuxième couche, on va dire, arrive et le jeu va évoluer avec les joueurs. Oui, tout à fait. Moi, je trouve que c'est un des aspects les plus intéressants de ce jeu qui fait que il y a plusieurs niveaux dans le jeu. Il y a un certain nombre d'actions bonus qui sont disponibles dans le jeu, donc il y en a 12, et on va en choisir soit de façon voulue ou aléatoirement 4 pour jouer. Et cette combinaison-là va faire en sorte que dès le départ, on a déjà plus de 200 combinaisons possibles de jeux différents. Et on peut se moduler exactement comme tu l'as dit, un jeu facile d'entrée pour comprendre la mécanique. Et tout de suite, on peut, quelques parties plus tard, se rajouter un petit peu de challenge. Moi, je lui dis de mettre un peu d'épices dans la sauce et de rajouter une autre dimension qui fait que le jeu, il y a vraiment ça de chouette. Et ça, c'est toute au départ, la créativité de Casper, mais aussi le développement de Martin Bouchard qui a beaucoup travaillé au développement de ce jeu-là et de la multiplication des actions bonus pour donner une richesse à ce jeu qui, à mon avis, est très intéressante. Alors là, forcément, on n'en est qu'au tout début de sa sortie, donc on verra. On lui souhaite d'avoir le même succès que tous tes autres jeux. Hein. On viendra à Cannes pour voir à nouveau Sophie monter sur l'estrade et remercier tout le monde, peut-être. Du coup, nous, on a eu la chance. Tu as fait une pré-série et on a eu la chance d'avoir Asmodée qui nous l'a offert. Et donc, ça fait maintenant quelques mois qu'on le fait tourner. J'ai 2 vendeurs dans la boutique. C'est la première fois qu'ils s'accordent sur un jeu. C'est la première fois qu'ils ferment la boutique, qu'ils restent pendant des heures jouer et que tous les deux veulent jouer au même jeu. Nous, on n'avait qu'un seul problème, c'est que on n'a qu'une seule boîte et que ma chérie gueule parce que j'ai laissé la boîte à la boutique pour que les gens essayent et que du coup, on ne peut pas y jouer tous les soirs. On était derrière plein de sorties que tu as faites. Je trouve que c'est le jeu qui est le plus complet de tous ceux que tu as sortis depuis, je sais pas, même un Pandémie, c'est un peu clivant parce que les gens n'aiment pas forcément jouer ensemble. J'ai l'impression que c'est Azul beaucoup plus riche, beaucoup plus complet, beaucoup plus... Puis qu'est-ce qu'il est beau, quoi. C'est très gentil. Qu'est-ce qu'on dit après ça, si ce n'est que merci. Mais oui, on y croit, on le porte et j'espère, moi. En tout cas, c'est un des jeux sur lequel j'ai eu le plaisir de travailler qui m'a le plus comblée en tant que joueuse et en tant qu'éditrice, vraiment. Alors, comme on se rapproche justement de la fin de l'interview, moi je voulais un côté un peu plus fin d'interview. J'ai lu quelques interviews de toi, mais déjà je trouve que c'est normal qu'on te reçoive dans l'émission, parce qu'il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de passer dans la matinale de Radio-Canada avec Alain Gravel. Donc je me dis, un Gravel pour un Gravel, voilà, c'est... bon, je sais que c'est un nom de famille répandu, mais voilà, c'est un juste retour des choses. Dans pas mal d'interviews que tu as citées, tu termines par le mot de la fin. Tu avais dit « soyez heureux », tu avais dit « j'aimerais vieillir en beauté ». Est-ce que voilà, le fait d'avoir commencé la carrière avec un mot qui signifie la philosophie, est-ce que c'est ton style de vie de dire que finalement, quoi qu'il arrive, l'important c'est d'être heureux, est-ce que c'est un... Ah oui, complètement. Écoute, je me souvenais pas d'avoir dit ça, mais je me reconnais parce que soyez heureux, je l'ai dit et je le dis encore. Et oui, tout à fait, c'est exactement ça. Et j'ai la chance d'avoir 3 enfants et c'est ce que je leur ai dit toute leur vie. Peu importe ce que vous allez faire, peu importe ce que vous allez choisir de faire, choisissez d'être heureux. Et vraiment, je le pense. Et d'ailleurs, c'est parce que j'ai signé quelques boîtes des clients d'Olivier qui m'ont demandé de faire ça aujourd'hui. Et j'ai systématiquement mis dans les boîtes, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Voilà.
On est vendeur de bonheur. Hein. C'est ça. C'est difficile d'écrire un jeu si on décrit pas le plaisir. Justement, comme un leitmotiv, on va dire, nous, on sait que là, on est à 1 mois de ton anniversaire. Il s'est renseigné, mais il a travaillé, Alexis. Et toi qui connais beaucoup de jeux, qui en as vu passer beaucoup, qui en a créé énormément, si tu devais choisir, dans une boutique comme celle-ci, si tu devais choisir un jeu comme cadeau, vers quoi est-ce que tu te tournerais? Qui ne soit pas un jeu de toi. Bon, alors ça va être assez facile parce que c'est quelque chose que je porte en moi, cette envie depuis des années. En fait, moi, j'ai une admiration sans borne pour le projet GIPF, qui est une série de jeux de Chris Burm, qui est un auteur néerlandais, si je ne me trompe pas. Et ce jeu-là, il est dans le premier, qui est le premier jeu de la série, qui s'appelle le projet GIPF. Mais après, le jeu grandit. Et à la fin, il a fait, mais vraiment très fort, en fait, c'est un peu ce qui m'a inspiré Century, hein, faut le savoir. C'est qu'à la fin, lui, de ces 6 jeux, ils s'intègrent tous ensemble. Et c'est d'une beauté, et c'est d'une pureté extraordinaire. Ça a un seul petit défaut, mais qui en même temps fait sa force, c'est que c'est un jeu qui ne se joue qu'à 2. Mais c'est d'une pureté et d'une simplicité de 3 règles, mais d'une richesse extraordinaire. Et donc, le projet GIPF, moi personnellement, ça ne pourrait être que mon seul jeu si je partais sur une île, et c'est celui que je pourrais offrir à n'importe qui. Eh ben, nous, on va suivre ton conseil alors, et je vous conseille à vous, amis auditeurs, de bien écouter les conseils de Sophie parce que c'est quelqu'un qui a fait ses preuves et qui sait de quoi elle parle. On te remercie beaucoup d'avoir accordé de ton temps pour notre interview et c'était une vraie chance de pouvoir venir te rencontrer, donc merci énormément. Ben, merci à vous du temps que vous m'avez consacré, d'être venu me voir et voilà, on se souhaite de se retrouver autour d'un bon jeu. Tout à fait.